Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 4 du podcast Comment ça pourrait être mieux. Alors aujourd'hui, je reçois Sébastien Zappa de chez Respiraligne qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, oui, oui, ouais. Merci. Et toi? Super. Ah Ouais. oui, numéro un, numéro un. Moi, c'est une semaine chargée cette semaine, 2 enregistrements. Ah, Ça me garde dans la zone. Alors, Sébastien, dans le fond, je vais te laisser te présenter tout mhm. naturellement, faire un peu le tour de ton parcours, puis comment, mettons, on va dire les deux aspects généraux de ta vie, je ne sais pas si on peut dire de ta vie professionnelle, là, finalement. Ce que tu fais vraiment dans ton travail day-to-day, puis ce que tu fais aussi dans l'accompagnement des gens au niveau de la respiration, là. Fait que fais-nous un petit tour d'horizon, d'où tu es parti, comment tu es arrivé là. Ouais. Puis, En fait, déjà, je vais te remercier de m'avoir invité, hein, ça me fait bien plaisir. Ça me fait toujours plaisir de partager ce que je fais. Là, j'ai tapé dans mon ordinateur, mais maintenant tout va bien. Donc, en fait, voilà, moi, je viens de la France, comme ça s'entend. Euh, je suis arrivé au Canada en 2019, à Montréal. Avant ça, j'étais aux États-Unis pendant 15 ans. Donc, ça fait longtemps en fait, que je suis plus en Europe. En fait, ce qui m'a amené à faire ces voyages-là, c'est pour mon métier. Donc, mon métier à plein temps, c'est chercheur en microbiologie. Donc, actuellement, je travaille à l'Université de Montréal. Donc, je suis affilié à la faculté de médecine et département immunologie, infectiologie, microbiologie. Mais mon travail, enfin mes recherches concernent vraiment de la microbiologie fondamentale, donc c'est assez peu connecté à la santé au final, quoi. Mais voilà. Et avant ça, j'étais déjà chercheur en microbiologie aux États-Unis, comme je l'ai dit, pendant 15 ans, dans l'État de l'Indiana, l'Université de l'Indiana. Donc voilà, ça c'est juste pour resituer un peu voilà, mon parcours, pourquoi je me suis retrouvé ici en fait, quoi. Mais à côté, et donc là je viens plutôt, enfin là on en vient au sujet, je pense, qui fait que tu m'as invité à parler, parce que je pense pas que tu m'aies invité à parler de microbiologie. Euh, tu sais quoi, moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que, tu sais, oui, moi, je t'ai trouvé puis je t'ai connu par la méthode Wim Hof, dont on pourra parler un petit peu plus tard, mais euh, ce qui m'a accroché beaucoup, c'est justement le regard, ton regard scientifique, tu sais, sur les choses, puis comment tu as une bonne façon de vulgariser, puis de bien recadrer l'information qui circule autant là-dessus que sur les différents aspects on va dire, des bénéfices de la respiration ou de l'exposition au froid ou à la chaleur. Puis, fait que, tu sais, je trouve que le côté chercheur en microbiologie, tu sais, c'est un set de compétences, si tu veux, qui ajoute vraiment, qui est une valeur ajoutée, là, tu sais, en plus à ce que tu fais, là. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important d'en parler aussi, tu sais, puis veux pas, ça, tu as touché à l'immunologie aussi, puis ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est tout dans le bain. ouais. Tout est dans tout, comme on dit, hein. Après voilà, c'est vrai que bon, on va en parler là, mais c'est vrai que enfin, la raison principale, enfin, pour laquelle tu m'as contacté, enfin voilà, c'est plutôt sur mon travail d'accompagnement que je fais à côté de mon travail à plein temps, donc. Et ce travail d'accompagnement ou de coaching, je ne sais pas toujours comment l'appeler, mais ça concerne tout ce qui est travail sur la respiration consciente et l'exposition au froid, en gros. Voilà, ça s'arrête, ça se limite à ça et c'est déjà pas mal. Enfin, voilà, surtout, la respiration, c'est un monde qui est très vaste et très compliqué, Mhm. enfin, qui peut vite devenir assez complexe, quoi. Et je fais ça à travers principalement, donc, enfin, quelques méthodes. Donc, tu as cité la méthode Wim Hof, donc, où il y a un travail respiratoire, un travail d'exposition au froid et un travail plus sur la préparation du mental, qui peut être associé à de la méditation ou pas, ça dépend comment on l'approche.
Je travaille aussi avec l'approche, une méthode qui s'appelle Oxygen Advantage, qui a été créée par Patrick McKeown en Irlande il y a maintenant quelques années. J'aime bien la décrire comme un peu un- le, le yin et yang, comme un yin et yang entre la méthode Wim Hof et Mhm. Oxygen Advantage, quoi, parce que la technique respiratoire Wim Hof est une technique respiration très intense et très, ouais, tout en puissance, on va dire. Enfin, voilà, où on essaie de provoquer des sensations assez fortes et rapidement. Alors que chez Oxygen Advantage, on apprend vraiment plus à respirer tout au long de la journée et surtout à respirer le moins possible, en fait. Respirer mieux en respirant le moins possible. Donc, c'est à la fois l'opposé, mais à la fois très complémentaire. Mhm. Et après, j'ai mis dans mes compétences, j'ai aussi étudié donc une partie du système de Soma Training. Donc, ça concerne les LDOA. Donc, c'est un système qui a été fondé par un ostéopathe en France qui s'appelle Guy Voyer. Donc, c'est un système assez vaste, hein, qui couvre vraiment tout l'ensemble de la biomécanique. En gros, enfin, il y a 15 modules, je crois, à valider pour devenir un Soma Trainer complet. Moi, j'en ai fait 2. Et notamment, en fait, ce qui m'intéresse, voilà, c'est tout ce qui est les étirements, en fait, qui touchent à la colonne vertébrale, à l'alignement. Ouais, voilà, en fait, je me focalise beaucoup sur en termes de biomécanique, on va dire, sur la relation entre la posture et la respiration, quoi. Voilà, parce que il y a un aspect où la posture, en fait, aura un impact sur la façon de respirer, mais la façon de respirer a également un impact sur la posture. Donc, c'est de voir un peu comment ces deux aspects C'est se nourrissent l'un et inter-influence. l'autre. Voilà, ouais. Mhm. Et actuellement, je suis aussi en train de me former à une méthode sur la respiration fonctionnelle. C'est une méthode qui est très complète. Je pense, la méthode la plus complète que j'ai pu voir jusqu'à ce jour, qui s'appelle la méthode Reboot, qui a été fondée par Yvan Kam en France. Mhm. Donc, il a un blog qui est vraiment une référence francophone si on s'intéresse à la respiration. Donc, le blog s'appelle l'art de la respiration .fr ou .com, je me souviens plus, mais Ah, mais on va ajouter le lien ouais, comme ressource. Je vais me le prendre en note, là. c'est vraiment un blog enfin, qui est vraiment enfin, en ressources francophones, en tout cas, il y a pas d'équivalent, hein, je pense, en termes de qualité. Euh, Après, voilà, et donc, donc Yvan, qui est la personne qui est derrière ce blog, a créé une méthode de respiration qui est très influencée, elle, sur des approches qu'on trouve dans les arts martiaux russes, en fait, Mhm. euh, Systema, en l'occurrence, quoi. Et donc, mais pas que, hein, il a intégré beaucoup de choses sur la biomécanique ou quoi. Il est scientifique comme Ben, moi. ouais, sous ta suggestion, tu avais publié une Ouais, photo en fait, ça, puis le livre de James Nestor aussi, si ma mémoire est bonne, Breathe. oui, Puis j'ai acheté les deux, j'ai lu les deux, j'ai dévoré les ouvrages, puis c'est autant satisfaisant dans le côté prometteur quand on constate les bénéfices, mais que c'est comme du bonbon pour le côté intellectuel aussi, tu sais, de voir comme justement toute l'information qu'il était capable d'aller chercher, de corroborer ouais. pour mettre ça tout ensemble. Là, puis justement, je suis allé voir des vidéos de ce qu'il faisait dans le système après ma lecture. Là. C'est assez bizarre comme art martial, on va dire. Là, tu sais, c'est pas ce qu'on est Ouais, tu habitué sais, de voir il y a rien nécessairement. il y a rien qui se rapproche de ça. Enfin, Ouais. et il m'a semblé, hein, pour avoir un peu ma vie partagée entre deux continents, entre guillemets, que c'est quand même Systema est beaucoup plus connu, beaucoup plus développé en Europe qu'en Amérique du Mhm. Nord, quoi. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, mais donc voilà. Et donc ça, voilà. Là, je suis en cours de formation pour être moniteur de cette méthode.
Et donc voilà, donc ça c'est en gros c'est ma boîte à outils, quoi. C'est les méthodes que j'utilise à la fois pour moi et avec les clients, enfin voilà, pour essayer de voilà, les aider à notamment alors, gérer le stress, des choses comme ça, euh, à aller vers du mieux-être. Enfin, bon, c'est des termes assez vagues, mais Mhm. faute de Mais mieux, j'utilise, ouais. mettons si on s'attarde un peu, tu sais, ben, bon, là, tu sais, tout le monde sait que respirer, tu sais, de façon contrôlée, ça apporte certains bénéfices, mais il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent, tu sais, comme même moi, là, je suis kinésiologue, tu sais, je Mhm. connais les bienfaits du yoga depuis longtemps, tout ça, mais je me suis mis à m'intéresser à ça plus il y a quelques années, parce que c'est un médecin fonctionnel de l'Ontario que je suivais qui s'est mis à parler comme constamment de l'importance de l'impact que ça avait, comment on respirait dans une journée, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, tant que ça, tu sais, Mhm. pour quelque chose qui coûte rien, il y a moyen d'aller chercher autant de bénéfices que ça. J'étais comme, OK, ça a Ouais. piqué ma curiosité. Fait que, si tu nous faisais un peu le tour d'horizon, selon les expériences que tu as eues, là, tu sais, les gens que tu as côtoyés, qui ont des pratiques régulières, on va dire, de respiratoire, peu importe lesquelles, là, c'est quoi le genre de bénéfices auxquels on peut s'attendre? Alors, ça peut être, c'est le genre de question qui peut nous mener très très loin. Je vais commencer par du simple, quoi. Mhm. Enfin, c'est vraiment on va dire la respiration consciente. C'est vraiment une porte d'entrée sur le contrôle, on va dire du stress via le système nerveux autonome, en fait, quoi. Donc, en fait, très rapidement, en fait, tous les gens, en fait, qui prennent le temps en fait de faire quelques séances euh, une fois ou plusieurs fois par jour, et on ne parle pas de grosses séances, hein, on peut parler de séances de 5 minutes ou voire 10 minutes. On n'a pas besoin d'y passer 2 heures par jour non plus. Euh, En fait, assez classiquement, en fait, observe un mieux-être sur leur état de stress. Et je parle du stress chronique, hein, là. Voilà. Je parle pas des coups de stress qu'on peut avoir pour des raisons précises, mais je parle plutôt du stress chronique, quoi. Donc, cette espèce d'état un peu de Qui est stress un peu tout le temps permanent. C'est ça, en arrière-fond, là, on va dire. c'est ça, ouais, voilà. Et tellement en arrière-fond on s'en rend même plus compte qu'il est là, quoi. Et ça, c'est assez classique, que dès qu'on prend quelqu'un, enfin, je dis, ça va être un client, par exemple, et qu'on commence à lui faire travailler sur sa respiration. Bon, si je sais pas, moi, là, je donne des chiffres un peu comme ça, pris au hasard, mais si j'ai une dizaine de clients devant moi et que je les fais travailler sur leur respiration consciente, au bout de quelques minutes, j'en ai la moitié qui bâille, quoi. En fait, ils se détendent, quoi. Alors ça montre, ça montre vraiment le point, c'est un point de départ, ça. Ça montre en fait que voilà, dès qu'on commence à respirer calmement, consciemment, à arrêter de penser à autre chose, à arrêter d'être sur son téléphone, à arrêter d'avoir les idées enfin, qui vadrouillent ou quoi. Euh, Tout de suite, on a un effet sur le système nerveux. Cette espèce d'état de stress, un peu c'est ce bruit de fond qu'on a et qui est tellement devenu une habitude qu'on se rend même plus compte qu'il est là. En fait, quand on arrive à tourner le bouton pour qu'il diminue, on, on est tout de suite, on se dit, oh, voilà, ça y est, je me sens fou. Mhm. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, mais ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le début. Là, on commence à gratter le début de ce que peut faire le travail respiratoire, quoi. Euh, Parce qu'en fait, et souvent, en fait, c'est comme ça que ça va commencer, quoi. Parce il y a plein, enfin, sur Internet, que ce soit, je sais pas moi, sur YouTube, les réseaux sociaux ou quoi, il y a plein de techniques respiratoires disponibles, que ce soit des respirations en carré, des motifs de cohérence cardiaque en 4-4, 5-5, des motifs de 4-7-8. Il y a plein de choses qui traînent, quoi. Et souvent, en fait, les gens vont les essayer et ils vont sentir, ah bah, qu'est-ce que ça te fait? Ah bah ça me détend, je me sens détendu. Euh, et c'est là qu'en fait qu'on peut commencer, surtout si on a une approche, comment dire, un peu systématique, un peu scientifique de la chose, se dire, ouais, mais si des choses aussi différentes euh, que, je sais pas moi, si je prends une dizaine d'exercices respiratoires différents, ils ont tous le même effet,
c'est peut-être que c'est pas l'exercice respiratoire qui a un effet, c'est peut-être plus un placebo ou quoi. Et c'est là qu'en fait, on peut commencer à prendre conscience que quand on ressent cet effet de détente, on a juste égratigné la surface. Et en fait, c'est une fois qu'on a mis en place une respiration correcte, donc c'est ce qu'on appelle la respiration. Alors, il y a plusieurs noms, on peut l'appeler respiration fonctionnelle, respiration complète, respiration naturelle, enfin, il y a plusieurs noms. Une fois qu'on a mis en place ça, là, on va pouvoir aller commencer à chercher des effets spécifiques, exercice par exercice. Et donc là, on peut commencer à aller chercher des exercices qui vont plutôt encourager la vigilance, des exercices qui vont encourager vraiment la relaxation au point où on va pouvoir mieux s'endormir, des exercices qui vont pouvoir nous exciter, des exercices qui vont pouvoir nous faire un peu planer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais Mhm. souvent, en fait, il faut passer par... C'est une fondation, hein. On met en place l'outil et dès qu'on apprend à respirer convenablement, que c'est devenu une seconde habitude, hein, voilà, c'est plus seulement un travail qu'on fait 5 ou 10 minutes par jour, c'est la façon dont on respire. Là, après, on peut commencer à travailler sur des exercices vraiment précis et pour chercher des effets précis, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben oui, Ouais. absolument. Puis mettons, ben, tu sais, là, on a touché des catégories de bénéfices, mais mettons, est-ce que toi, tu as vu des conditions particulières, mettons, ben, je sais pas si on devrait rentrer là-dedans. Je dis ça de même, là, parce que c'est ça qui est monté, là. Mais mettons, chez les gens qui ont des conditions médicales particulières, peut-être, ou qu'on a vu que c'était peut-être aidant, ou je sais pas. Ouais, ça, c'est question délicate parce que dès qu'il y a une Ouais. condition médicale, On ne veut pas déjà. parler, mettons, de prescription. Là, disclaimer, hein? Non, Cet c'est ça, épisode ouais. ne vise pas à donner de l'information médicale. Si vous Ouais. tentez quoi que ce soit avec le travail respiratoire ou des choses qu'on discute dans le podcast, là, assurez toujours de discuter avec votre médecin ou votre praticien de soins de santé Oui, avant. oui. Bien Non, c'est sûr, important. ouais. Non, Mais c'est sûr. Et de façon, on va dire anecdotique, là, je sais pas, tu sais, parce que tu côtoies quand même beaucoup de gens qui viennent travailler avec ça. Ou ouais, si, alors après, mettons, bon, ouais, je sais pas comment on pourrait le phraser là, pour pas que ce soit. ouais, je sais pas exactement non plus parce que c'est vrai que là tu touches à un point où c'est vrai qu'il y a un côté disclaimer qui est purement, qui est entre guillemets purement légal ou quoi, mais Mhm. c'est pas que légal. Moi, je pense que c'est réellement important quand on fait de l'accompagnement sur quelque chose comme la respiration de ne pas se prendre pour un de pas se Pour un prendre guérisseur, mettons, là. pour un guérisseur, c'est ça. Moi, j'ai pas de prétention d'être thérapeute ou quoi, parce que voilà, c'est quelque chose que, enfin, c'est une grosse responsabilité Mhm. et je suis pas capable de diagnostiquer une maladie, je suis pas capable de tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, euh, mais bon, en général, on va dire que, et donc c'est pour ces raisons-là, en fait, que souvent j'en viens à parler d'action plutôt sur le bien-être, Oui. même si je suis pas forcément satisfait de ce terme parce que je trouve que c'est un terme parapluie qui regroupe un peu tout et n'importe quoi. Et donc mais j'ai pas de meilleur terme que ça. Donc je me Mhm. dis voilà, avec ces pratiques respiratoires ou d'exposition au froid, parce que ce que je fais à côté, enfin ça va pas mal ensemble quoi. On va avoir une action sur le bien-être. Mais c'est vrai que voilà, moi, ce que j'ai remarqué par rapport donc à la fois sur moi et sur les gens que j'ai pu côtoyer, c'est une action. Donc déjà au niveau de la santé mentale au sens large. Alors là encore, j'utilise le mot santé. Bon, on a insisté, on a dit qu'on n'était pas Mhm. médecin, etc., que c'était pas évident, Attends, mais j'ai peut-être une façon de reformuler ma ouais, question qui va amener ça autrement. J'aurais plutôt, de tous les gens que tu as côtoyés ou coachés, mettons, qui ouais. ont tenté des pratiques respiratoires, est-ce que c'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui en tire absolument aucun bénéfice? Hmm. Ça, c'est une bonne question parce que le truc, c'est que des fois, moi, quand je vois les gens sur un atelier,
Après, des fois, j'en entends plus parler, quoi. Donc, des fois, il y a des gens qui vont m'écrire quelques semaines, quelques mois après pour me dire: «Ah ouais, ouais, bah, il s'est passé ça dans ma vie, c'est super, ça m'a aidé, blablabla». Mais il y a des gens que ça va aider qui m'écrivent pas. Il y a des gens que peut-être ça n'aide pas et qui m'écrivent pas non plus. Enfin, c'est un peu difficile. Enfin, C'est difficile de difficile de savoir. répondre. Et surtout que moi, les gens, je les vois en atelier, mais après, s'ils font pas les exercices, enfin, c'est sûr que ça va pas les aider, hein. Enfin, c'est pas. En ça, voilà, le travail de la respiration, c'est un peu. Moi, j'aime bien le voir comme c'est un peu comme aller au gym, hein. Enfin, donc les gens vont au gym pour, voilà, pour augmenter en force, en souplesse ou quoi. Ils vont au yoga, enfin, tout ça, on fait tout ça pour s'entretenir, pour être mieux physiquement et mentalement, parce que bon, tout ça, c'est lié. Et en fait, la base du travail respiratoire, en fait, c'est un travail sur la chaîne musculaire respiratoire, quoi. Donc c'est comme aller, ouais, c'est comme aller au gym, sauf qu'au lieu de travailler sur les chaînes externes, comme on va le faire Qu'on en souhaite. surpoids, on travaille sur la chaîne interne, voilà, diaphragme, muscles intercostaux, enfin voilà, enfin non, donc le travail, il faut le faire soi, quoi. Et ça commence, voilà, par un travail qui est physique, qui est biomécanique, mais comme tout ça, c'est un travail, notamment à travers le diaphragme. C'est très connecté en fait à l'état du système nerveux, enfin l'état du système nerveux autonome en l'occurrence. Assez rapidement, en fait, on sent une amélioration sur le stress, quoi. Et sur plus ou moins long terme, en fait, aussi, on peut voir des choses qui se passent sur la posture. Donc voilà, le mal au bas du dos, par exemple, typiquement. Mhm. Il y a des choses à faire avec la respiration là-dessus. Euh, Après, voilà, évidemment, je ne peux pas garantir que ça puisse régler toutes les lombalgies, mais il y a des choses à faire, quoi. Mais OK. Donc, on pourrait dire que l'ensemble des gens qui vont adopter un minimum de pratique régulière, peu importe la technique respiratoire, pourraient normalement en ressentir un minimum de bénéfices, on va dire. Ouais, ouais. Et là, je parle surtout en termes de respiration dite fonctionnelle, respiration naturelle, enfin, ce genre de Mhm. choses. Parce que voilà, ça, c'est quand même vraiment moi, enfin, mon accompagnement, il est vraiment ancré sous cet angle-là. Et si je dis ça, c'est parce que la pratique respiratoire, en fait, enfin, aujourd'hui, elle est encore très souvent associée vers des pratiques entre guillemets ésotériques, enfin, ou Oui. spirituelles. Et, et j'ai absolument rien contre ces pratiques, mais je pense que c'est des pratiques qui intéressent pas. Il y a plein de gens que ça intéresse pas, quoi. Ouais, ou ils vont courir dans la direction opposée parce qu'ils font comme Ah, OK, il y a quelque chose de religieux ou il y a quelque chose Voilà, il y a des gens que de ça fait peur. il y a quelque chose de pas rationnel là-dedans, fait qu'ils Ouais, laissent ça de côté quand dans le fond, ils pourraient. ouais, c'est ça. Voilà, il y a plein de gens à qui ça peut faire peur. Il y a des gens que ça intéresse absolument pas. Et finalement, il y a une minorité de gens qui sont suffisamment intéressés par ces aspects ésotériques pour y consacrer beaucoup de temps. Alors qu'en fait, la respiration, moi, j'ai envie de dire que, enfin, moi, c'est un peu mon objectif dans ma pratique, c'est de la faire sortir de cette niche et d'en faire une pratique, entre guillemets, pour monsieur et madame tout le monde. Euh, Ça, c'est pas, j'ai deux idées, enfin, pour illustrer ça. C'est pas des idées de moi, hein. C'est issues de discussions avec des gens, voilà, qui sont dans ce domaine-là. Mais la méditation, par exemple. Aujourd'hui, alors, je pense qu'il y a quand même toujours une minorité de gens qui pratiquent la méditation. Mais si on parle de méditation aujourd'hui, on ne nous regarde pas avec des grands yeux comme si on était dans une secte ou dans un Mhm. mouvement religieux ou quoi. Plutôt, les gens vont dire: Ah, c'est bien, tu fais de la méditation, bravo à toi, moi, j'ai pas le temps. Mais souvent, ça va être plutôt regardé comme quelque chose de positif. Parce que déjà, on a quand même accumulé un certain nombre de données
à la fois empiriques, à la fois des études même neuroscientifiques, ouais, pour montrer que les aspects positifs de la méditation et le regard de la société a changé sur la méditation. Ben, Mais il y a eu une certaine, pas de démocratisation, on va dire, de ça, où c'est quand les scientifiques occidentaux se sont penchés sur, ils ont appelé ça la présence attentive ou la pleine conscience. ouais, C'est-à-dire qu'ils ont oui, comme retiré les pratiques du contexte, on va dire, ouais, spirituel pour garder juste la mécanique, si on veut, ouais, là. Puis comme ça, c'est comme ça qu'ils ont l'aspect étudié. laïque, laïque ou séculier. Ouais, c'est ça. Séculier. Puis c'est là que les recherches ont encore plus explosé aussi Mhm. de ce côté-là au niveau des bienfaits de l'usage mundane, là, vulgaire ou l'usage par le peuple, c'est comme Ouais. commun de ces pratiques-là. Et donc, ouais, voilà. Et donc, mais parce qu'en fait, mais ça aurait pu être beaucoup plus rapide comme évolution, mais c'est que pendant longtemps, en fait, dans l'esprit des gens, le regard de la société sur la méditation, c'était considéré comme quelque chose, voilà, c'est les gens, ils partent en Inde dans des ashrams et ils font ça, ils reviennent, ils sont fous. Enfin, la société voyait ça pas d'un œil très, voilà. Maintenant, la société a changé et on a fait de la méditation quelque chose de presque normal, on va dire, quoi. Le deuxième exemple, c'est alors ouais, par exemple ça c'est Yvan de l'art de la respiration qui dit ça. La nutrition. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est important de savoir. C'est important en fait, notre santé, en fait, elle a une grosse composante qui est déterminée par notre nutrition. Mhm. Alors après, les gens vont se chicaner pour savoir si c'est tel régime alimentaire qui est meilleur qu'un autre. Ouais. Mais au moins, tout le monde est d'accord pour dire que la nutrition, c'est important. Ouais, c'est quelque Il chose y qui a, devrait être au moins balisé ou encadré ouais. pour pouvoir aller chercher Alors, une il y a 30 qualité. ans, c'était pas évident. Hmm. Euh, il y a 30 ans, les gens n'y pensaient pas à ça. Donc, en fait, voilà. Et la respiration, aujourd'hui, elle est à ce carrefour un peu, où en fait, elle a encore cette image d'une pratique, voilà, qui va peut-être être un peu dans des choses un peu ésotériques ou quoi. Alors que non, en fait, on peut la pratiquer de façon comme on fait de l'exercice, quoi. Sans composante voilà, spirituelle ou ésotérique ou quoi. Et si on veut ajouter ces composantes, eh ben, bien sûr, c'est possible, mais ça, c'est le choix de chacun, quoi. Et donc voilà. Et donc c'est un peu le message que j'essaie de porter moi à travers mon accompagnement, quoi. Ben, c'est là où justement, comme je te disais, c'est le fait que ton chapeau de microbiologiste, tant qu'à moi, je veux dire, le background de tout ça doit aider à ça, à t'aider à trouver la bonne façon de pouvoir bien euh, distinguer là, qu'est-ce qui appartient à un puis à l'autre. Là, donc, de dire, ben, OK, Ouais. en dehors de justement de l'aspect, euh, on va dire l'aspect ésotérique, mettons, là, il y a réellement des processus physiologiques qui peuvent être influencés par une pratique régulière, qui peuvent avoir un impact tantôt sur, on va dire, les douleurs ou la posture ou peu importe, tout dépendamment comment on le pratique, puis avec quelle intensité. Là. Fait que, tu sais, puis ça en prend des gens comme toi, tu sais, parce que dans peu importe le courant, que ce soit la respiration ou la nutrition, comme tu dis, c'est un bon exemple aussi, où est-ce qu'on a des polarisations extrêmes, tu sais, des fois juste sur la vision d'un nutriment. D'autres, c'est Ouais. est-ce que la supplémentation est justifiée versus pas? Est-ce que, tu sais, il y a toujours des débats, puis tu as toujours des gens qui finissent par se manifester au milieu, tu sais, avec un certain bagage, on va dire, académique ou scientifique, tu sais, puis qui vont toujours tenter de faire la part des choses, tu sais. Puis moi, j'essaie de rechercher ces gens-là, justement, qui vont être capables de dire, ben, tu sais, faut pas discarter malgré le fait qu'il y a des choses qui semblent anecdotiques ou ésotériques autour de ça, parce qu'il y a quand même des fondements scientifiques qui viennent appuyer aussi, puis qui sont capables Mhm. de tempérer, tu sais, puis de tout simplement dire, ben voici qu'est-ce qui peut être démontré, puis avec rigueur, puis voici qu'est-ce qui est dans l'univers des possibles, mais qu'on ne sait pas encore si réellement ça a Tout à fait, ouais. une Moi, je pense que c'est implication. là, parce que c'est vrai que comme je disais au début, a priori, mon métier
pas grand-chose à voir avec ce coaching que je fais à côté, mais là où il y a une influence quand même assez importante, c'est que je pense être assez comment dire, attaché à la méthodologie, quoi. Mhm. Et donc, et de me dire, bah, si j'affirme quelque chose, je dois être capable de savoir pourquoi je l'affirme, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que je l'affirme, par exemple, si, on va dire, si on reste dans le contexte de la respiration ou de l'exposition au froid, parce que bon, je me sens habilité à parler que de ça, hein, donc je ne vais pas m'amuser à parler d'autres choses. Mais de dire, bon, bah, si j'affirme que prendre des bains de glace, ça a tel effet, bah, je dois être capable de dire si c'est vraiment prouvé avec des preuves robustes dans des articles, dans des journaux publiés à comité de lecture ou quoi, si c'est une pure croyance, et ça peut être une pure croyance, je veux dire, c'est pas, croyance, c'est pas un gros mot, c'est pas péjoratif, mais c'est juste il faut accepter que c'est seulement une croyance, quoi. Mhm. Ou bien est-ce que c'est entre les deux? Donc c'est un espèce d'état entre les deux, entre la connaissance vraiment validée scientifiquement et la croyance. Il y a tout un monde où en fait c'est spéculé parce qu'il y a eu quelques études allées sur des souris, sur 5 souris qui permettent de voir tel effet. Et donc on peut spéculer que sur les humains ça va faire ça. Mais ça, on n'est pas on n'est plus dans la croyance parce que ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont un peu connues, mais on n'est pas encore dans de la connaissance robuste parce que Ouais, ou dans la confirmation de c'est ça, l'hypothèse, voilà. là. C'est ça, voilà, ouais. Donc, en fait, voilà, moi, j'essaye dans mon discours, d'avoir cette pratique, enfin, voilà, d'apporter cette clarté des choses. Euh, donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire que ça consiste à mon enseignement, il ne consiste pas à enseigner que des choses qui sont 100% prouvées scientifiquement, parce que non, sinon j'enseignerais pas grand-chose. Le monde de la Mhm. respiration et du froid, c'est un monde où il y a tellement de choses encore à découvrir qu'il y a finalement, il y a quand même, il n'y a pas tant de choses que ça qu'on connaisse de façon vraiment, vraiment rigoureuse, quoi. Mais être capable de dire aux gens, ouais, bah là, on peut spéculer que il y a de grandes chances que ça aide à aller dans telle direction. Ou bien on peut dire, bah ça, c'est de la pure croyance, mais c'est une technique qui est utilisée depuis 2000 ans, depuis 3000, 4000 ans, et on pense que ça fait ça, mais il faut garder en tête que c'est une croyance, quoi. Ouais, Euh, mais puis il y a toujours c'est de l'honnêteté intellectuelle, quoi. Je pense que c'est de l'honnêteté intellectuelle. voilà. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a aussi une composante importante à pas discarter tu sais, mettons, on parle souvent de l'effet placebo de façon négative, tu sais. Mais, Mhm. tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est étudié scientifiquement, qui est là, qui est indéniable. Tout à fait, oui. Donc, tu sais, c'est toujours, OK, c'est sans risque pour toi, même si c'est du monde de la croyance, au pire, essaie-le. Si ça fait Mhm. quelque chose pour toi, que ce soit placebo ou pas, ça fait quelque chose de positif, tant mieux. Ça fait rien ou quelque chose de négatif, ben, tu le laisses aller, c'est tout, tu sais. Comme tu dis, je pense que c'est important de savoir de quoi on parle, sur Mhm. quoi ça repose, puis après ça, ben, de faire des choix, tu sais, faut aussi être capable de pas seulement mettre en pratique des choses qui sont prouvées scientifiquement hors de tout doute, parce que des fois, tu vas perdre 30 ans à ne pas utiliser quelque chose qui t'aurait fait du bien, jusqu'à temps que la bonne étude soit faite de la façon adéquate pour être capable de le démontrer, tu sais. Ouais. Fait que je Ouais, pense qu'il y a un peu d'équilibre là-dedans aussi. Là, c'est ça, ouais, là, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est marcher sur une ligne de crête. exactement. Il faut être prudent. L'important, c'est que à partir du moment où la personne qui pratique est pas en danger, j'estime que ça vaut le coup. Enfin, on parle de gens qui recherchent des choses. Enfin, moi, je sais que j'ai un historique. Enfin, ce qui m'a amené à étudier tout ça, c'est que j'avais un historique de problèmes de santé, de fatigue chronique, de dépression chronique, de choses comme ça. Et j'ai fait de l'errance médicale, j'ai fait de l'errance dans les médecines alternatives. Enfin, voilà. Et quand on est dans cette situation-là, en fait, on est, comment dire, on est enfin, on a tellement envie que ça s'arrête, la souffrance, enfin, voilà, les douleurs chroniques, les dépressions, les cycles de dépression, et choses comme ça, qu'en fait, enfin, on est une proie facile, en fait, à n'importe
quelle personne qui nous dirait ah tiens, essaye ça, écoute, au pire, tu auras perdu 200 $. Enfin, c'est rien. Et on réfléchit comme ça. Et moi, j'ai dépensé des milliers de dollars en traitement de douleur, enfin, de choses comme ça. Et à la fois dans de la, on va dire, dans de la médecine dure et dans des médecines alternatives. Bon, est-ce que je le regrette? Non, mais c'est vrai que ça pose quand même quelques problèmes éthiques de savoir qu'est-ce qu'on laisse. C'est bien de laisser la liberté aux gens de faire des choix de ce qu'ils veulent essayer comme traitement, etc. Mais il faut au moins s'assurer que s'ils essaient des traitements, ils restent en sécurité, quoi. Oui, très Après, important. bon, ils peuvent y perdre un peu d'argent, c'est pas bien, mais on peut pas non plus. Voilà, il faut que les gens doivent garder aussi leur liberté. Enfin, c'est un sujet très délicat, quoi. Mhm. Mais au moins, voilà, il faut être sûr qu'ils soient en sécurité, quoi. Oui, c'est le Euh, plus primordial. et après, une fois qu'on assure la sécurité des gens, je pense qu'il faut être sûr que la personne qui propose un service qui est, on va dire, non médical, donc non scientifiquement approuvé, enfin voilà, ça va être vraiment, je pense, ça va être la personne, hein. Il y a des gens, voilà, il y a des gens bien, des gens moins bien. Il y a des gens qui vont exploiter la misère des autres et puis d'autres Ouais. qui vont dire, bah non, enfin non, moi en plus, c'est difficile, hein. J'ai vu des gens, des fois, me demander des conseils et on voit qu'ils peuvent être dans un état où ils sont désespérés. Et moi, j'ai eu des Mhm. phases comme ça où en fait, enfin, ils sont tellement demandeurs de solutions que voilà, ils veulent, ah ben ouais, et t'es sûr que tes exercices, tu peux pas m'aider à faire ça, à aller mieux et tout. Et c'est là qu'il faut avoir vraiment une déontologie, quoi. De dire, bah non, même si on va voir la déception sur la personne, bah dire non, je peux pas me permettre de te prendre de l'argent en te faisant croire, enfin, non, Que ça va t'aider, ouais. Ben, moi, je suis content. J'ai rencontré quelques, justement, tu sais, thérapeutes alternatifs qui au moins fonctionnent, tu sais, dans un processus on va dire, à la fois thérapie-évaluation, hein. C'est-à-dire qu'ils vont être Mhm. capables de te dire, bon, ben OK, tu as telle problématique, c'est bon, on va s'orienter là-dedans, mais en dedans de 2 ou 3 séances, je vais être capable de te dire vraiment si je peux t'aider ou pas, là, tu sais. Fait qu'on va voir si ça Mhm. ne fonctionne pas, je ne te donnerai pas des traitements pendant 1 an, tu sais, juste pour te faire payer dans le vide, là, tu sais. Ouais, Si on voit que c'est pas par ici la solution, ben, je vais te référer ailleurs, tu sais. Il y en a des gens ouais, ouais, oh, de tout à fait. confiance puis qui sont Ouais. intègres dans vraiment parce que la médecine aussi, même la médecine dure, ben, la première prémisse, c'est d'abord ne pas nuire, hein. Oui, oui, oui. Fait que, ouais, faudrait idéalement que toute personne qui se dit thérapeute d'une façon ou d'une autre adhère au moins à ce principe-là, de respecter la sécurité des gens, puis aussi de ne pas abuser de leur confiance. Parce que c'est vrai que quand ça fait plusieurs choses qu'on essaye, moi aussi j'ai vécu ça, que ce soit à cause de la dépression, les problèmes de digestion chronique aussi, qui ont amené, en empilant tout leur lot de conséquences aussi. Puis, je voudrais pas vous dire combien d'argent là, j'ai investi là, dans tous les types de traitements. Puis, c'est vrai qu'on reste vulnérable, puis qu'on cherche la validation dans la relation thérapeutique aussi. On veut remettre ça comme dans les mains de quelqu'un d'autre, puis se faire dire que oui, ça va marcher. Fait que c'est Mhm. vraiment à faire attention, là. Ouais, ouais. Mm. OK. Si on pose un aspect, mettons, plus pratique, là, juste pour informer un peu les gens autour, là, avant de passer à l'aspect plus macro des choses, là, avec, dans le fond, ton coaching, tout ça, c'est comment tu fonctionnes un peu? C'est-tu juste par atelier de groupe ou des fois, tu as des gens qui vont, j'ai juste les mots en anglais aujourd'hui, reach out, ils vont te contacter dans le fond pour avoir des consultations ou des coachings en privé. Est-ce que tu fais ça ou est-ce que c'est juste du groupe ou comment ça Non, s'orchestre? il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Bon, dans la limite de mon temps disponible, parce que comme je disais au début, c'est pas mon métier,
principal, quoi. Mais alors, il y a des ateliers publics en groupe, voilà, où il peut y avoir des thèmes, donc les fondamentaux de la méthode Wim Hof, les techniques avancées de la méthode Wim Hof, euh, la respiration fonctionnelle, trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment les trucs publics. Ils sont publiés sur mon site internet, ils sont publiés sur mes réseaux sociaux, des choses comme ça. Mhm. Après, je peux avoir des gens qui veulent, par exemple, un atelier de groupe, mais privé. Alors ça va être, j'ai déjà eu par exemple des entreprises qui veulent proposer quelque chose à leurs employés. Alors des fois, ça va tourner, en général avec les entreprises, ça va tourner autour plutôt du thème du team bonding et de la gestion du stress au quotidien. Ça va être un peu les deux aspects, voilà. Mhm. Et donc ça, c'est pour les groupes, mais ça peut être une famille, hein. J'ai déjà eu des gens, voilà, pour fêter un anniversaire. Allez, on fait un truc, c'était sur le thème méthode Wim Hof, bain de glace et tout ça. Enfin voilà, voilà, toute la famille ensemble dans le bain de glace. Enfin, donc c'est assez variable, quoi. Et après, bah, j'ai ouais, des gens qui me contactent pour des cours particuliers. Alors ça peut être des choses très précises, hein. J'ai déjà eu des gens qui me disaient, bon, bah voilà, moi voilà, je connais bien la méthode Wim Hof, mais je voudrais faire un truc particulier parce que comme ça, je peux poser toutes les questions que je veux, enfin, je peux échanger, je peux poser les questions enfin, voilà, sans avoir peur de les poser devant des inconnus, enfin, plein de choses Mhm. comme ça. Euh, Ça peut être sur de la respiration fonctionnelle, ça peut être. Donc là, ça peut être typiquement on peut commencer à la base et travailler vraiment sur ces motifs respiratoires fonctionnels pour le stress, mais ça peut être aussi pour des gens, plus pour des athlètes. Donc, il y a un peu de tout, quoi. Dans la limite de mon temps et de mes compétences, bien sûr, il y a toutes les formules qui sont envisageables, on va dire, quoi. OK. Puis penses-tu que va venir un jour où peut-être cette pratique-là va prendre le dessus sur la carrière de chercheur ou... Non, franchement, j'ai pas envie. OK. Non, ouais. Enfin bon, faut jamais dire jamais, hein, mais Mhm. a priori, j'ai pas envie pour deux raisons. C'est que déjà, j'aime bien mon métier de la recherche scientifique. C'est un métier que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est un très beau métier. En plus, je fais de la recherche fondamentale, donc il y a, le but, c'est de générer de la connaissance, quoi. Et je trouve que c'est un beau métier. Euh, En plus de ça, voilà, ouais, non, enfin voilà, c'est tout. Et en plus de ça, bah, j'ai envie que ce travail de coaching, d'accompagnement, il reste quand même, comment dire, voilà, que ça soit quand même quelque chose qui me permette de garder les idées claires par rapport à ça. J'ai pas besoin de ça pour en vivre. Donc, ça, et c'est pas, je dis ça, c'est pas un manque de respect par rapport à mes collègues qui en vivent, hein. Je veux pas du tout dire ça. Mais le fait de ne pas avoir besoin de ça pour en vivre, bah, ça me permet tout de suite d'avoir un regard critique sur ce que j'enseigne. Euh, c'est pas parce que j'ai une certification chez telle ou telle méthode ou quoi que je vais croire absolument tout ce qu'ils m'ont appris ou quoi. Non, je vais quand même. Il y a des choses sur lesquelles je suis plus ou moins d'accord, hein, selon les méthodes, et au moins j'ai cette indépendance d'esprit, quoi. Ben, c'est ça qui va faire la particularité de ton enseignement à toi aussi versus un autre. Tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça qui est beau. Tu sais, puis là, on voit que tu diversifies aussi justement ton champ de connaissances pour aller chercher, tu sais, comme Ouais. les morceaux qui font du sens qui ont du sens pour toi plutôt, pour les ramener ensemble, puis peut-être ça donnera naissance un jour à une nouvelle méthode Ah, ou à une nouvelle façon d'enseigner qui. ouais. Bah, disons que voilà, je diversifie, mais en même temps, j'essaie de créer quand même un bloc solide et cohérent autour de la respiration, de la posture, pour après partir sur le stress et les émotions, quoi. Mais en gros, je me contente de ça, quoi. Mhm. Parce que je sais que dans le coaching, souvent, voilà, les gens vont commencer à proposer un aspect, un deuxième aspect, puis après, ils vont commencer à proposer de la nutrition, et puis après, encore autre chose, et après, enfin, ça va. Et je me dis, ouais, je préfère me dire, voilà, je me spécialise,
sais, dans un espèce d'un ensemble cohérent. J'ai absolument pas le temps de rajouter une spécialisation en nutrition, une spécialisation en je sais pas quoi. Enfin, donc, non, ouais. C'est parfait comme ça. Ouais. Mais donc, non, en fait, c'est pour ça que je compte le garder comme quelque chose de. Et puis, ça me donne vraiment une liberté. Enfin, donc, comme j'ai dit, ça me donne une liberté de ton, enfin, et de penser par rapport à ce que j'enseigne. Et puis, ça me donne une liberté aussi de, bah voilà, si j'estime qu'il y a des gens qui, enfin, à qui j'ai pas envie d'enseigner, je sais pas moi, j'ai pas envie, par exemple, j'ai pas envie de donner des cours à des partis politiques, à des organisations religieuses, s'il y a, je sais pas moi, le Ku Klux Klan qui me demande de faire un atelier, ben, je leur dirais non, quoi. Enfin, il y a aussi une indépendance financière aussi qui me permet Ouais. d'enseigner à qui j'ai envie d'enseigner, quoi. Là, j'ai fait exprès de prendre des exemples un peu extrêmes, hein, Extrême. tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, une liberté financière par rapport à ça, quoi. Ah ouais, c'est bon. Puis qui fait que tu gardes un minimum de conflit d'intérêts, puis justement une objectivité vis-à-vis ce que tu enseignes. C'est ce qu'on espérait dans la majorité des choses qu'on consomme, surtout en matière de santé, Mhm. à ce niveau-là. Cool. Si, mettons, on se pose la question de ton expérience, pas juste dans tes enseignements, mais de ton expérience du monde, ben toi, en fait, personnellement, je viens toujours à cette question-là aussi. On est souvent cordonnier mal chaussé. On a tout un peu nos difficultés vis-à-vis de l'adoption de saines habitudes de vie. Fait que, mettons qu'on regarde ça, là, tout se fait confondu là, lié à ça. Là. Peu importe que ce soit la respiration, l'activité physique, l'alimentation, la gestion du stress ou le sommeil, en attrait à ces habitudes-là, ce serait quoi, toi, tes challenges personnels? Qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce qui est une limitation pour toi à avoir, mettons, une vie optimale? Genre, c'est-tu plus la gestion du temps, le manque de motivation? Quand tu as de la misère à mettre quelque chose en pratique là, dans ces sphères-là, là, c'est quoi généralement ton obstacle? Là? Moi, je pense que. Alors, et c'est vrai que bon, je vais à la fois répondre personnellement, mais j'ai bien envie d'élargir ça en général, mais un, un gros challenge que pour le mieux-être, on va dire, qu'on a on va dire dans cette génération, c'est les écrans. Contrôler le temps qu'on passe devant des écrans, quoi. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Euh, voilà, ouais, le scrolling, enfin, voilà, en mode zombie. Quand on est hypnotisé, là, puis que là, Ouais, mais c'est finalement, tu ça, fais ouais. comme Ah, ça fait 30 minutes que je fais ça, Ouais, puis ouais, j'étais même pas là. Là. ouais. Donc Euh, ça, et sachant qu'en plus, enfin, bon, c'est le temps des écrans. Enfin, c'est pour ça que je parlais d'élargir, mais c'est parce que c'est pas que voilà d'être le temps qu'on passe devant les écrans, mais c'est aussi l'écran qui se rappelle à nous, parce que c'est les alertes qu'on reçoit de façon intempestive ou quoi. Qui nous ramènent toujours aux écrans, les emails, quoi. Alors, et même pendant qu'on est devant un écran, on est encore un peu perturbé parce qu'on a des alertes qui s'affichent. Vous avez reçu un email, vous avez reçu un message. Et là, il y a un autre écran à côté avec d'autres types d'alertes. Enfin, donc, et ça, typiquement, bah, voilà, typiquement, c'est un truc en plus qui peut impacter la respiration. Il y a la fameuse phénomène de l'apnée de l'email, mhm. du courriel, quand on reçoit des messages comme ça, quand on ouvre un courriel, on va retenir sa respiration pendant quelques secondes. Et ça plusieurs fois par jour. Bah, c'est autant de stress à chaque fois qu'on se met sur le système cardiovasculaire, par exemple, quoi. Ouais, Euh, ben, comme tu vois, mettons, de deux composantes que j'entends là-dedans, laquelle est le plus dérangeante pour toi, c'est-tu justement le stresseur que ça apporte ou le fait que c'est un bouffeur de temps, si tu veux, qui fait qu'au bout du compte, à la fin de la journée, ben, peut-être tu as moins de temps pour des pratiques plus saines? ouais, bah, c'est une bonne remarque, en fait, parce que c'est vrai que la façon dont je le décrivais, c'était sur le stresseur que ça représente. Mais tu as entièrement raison. C'est en plus
d'être un stresseur, il y a l'autre côté de la pièce, c'est qu'en plus, c'est du temps souvent de perdu. C'est pas uniquement du temps de perdu, mais Mhm. c'est beaucoup de temps de perdu, quoi. Non, tu as tout à fait raison de le noter, hein. Mais c'est vrai que moi, l'aspect que je pointais, c'était surtout le côté espèce de surexcitation du système nerveux avec les alertes, les messages enfin, les images qui défilent, le cerveau qui doit intégrer ça à toute allure, et le stress sur le système cardiovasculaire avec ces petites apnées qu'on répète à longueur de temps. Mhm. Comme ça. Mais oui, et en plus de ça, à la fin de la semaine, quand on voit cette semaine, vous avez passé, je sais plus, enfin, il y a Ah ouais, le temps d'écran hebdomadaire. oh bah merde, alors, enfin, j'aurais mieux fait lire un bouquin, quoi. Ouais. Euh, Mais donc, non, ouais. est-ce que tu as une stratégie pour essayer de pallier à ça ou c'est quelque chose que tu te dis, il faudrait que je travaille ça, là? Non, c'est un truc, j'essaie d'y bosser, mais c'est pas. Je sais que, ouais, non, c'est pas. Ça va dépendre des moments en plus, quoi. Mhm. Il y a les moments, parce que voilà, j'ai toujours la. Donc, tout à l'heure, j'évoquais mes problèmes de santé que j'ai eu là pendant longtemps et tout. Et bon, maintenant, ça va mieux. Enfin, l'aspect dépression, tout ça, c'est des choses qui sont quand même relativement sous contrôle. Mais j'ai quand même encore des syndromes de fatigue chronique, des choses comme ça. Et ça va encourager Le ce temps genre de d'écran. comportement, Ouais. de dire, bah, on n'est pas bien et tout, bah, on commence. Et puis, une fois qu'on se fait happer, voilà. Mhm. Donc, ça veut dire que si je suis dans une phase où j'ai une sorte de crise, euh, de fatigue chronique, enfin bon, de fibromyalgie, quoi, ça va encourager ce genre de choses et ça va pas aider en général, quoi. Ça va pas aider les choses. L'idée, dans ces moments-là, le mieux, bah, ça serait plutôt d'éteindre et de dormir ou d'essayer de dormir, de se relaxer complètement, quoi. Pas de Mhm. se surstimuler Le les yeux, les mental. cerveaux. Ouais. Euh, OK. mais ouais, donc ça, je pense, c'est quelque chose qui est pas facile et notamment ouais, pour les gens qui ont, je veux dire, les gens qui sont en super santé, qui ont la grosse forme et tout, c'est souvent les gens qui auront, s'ils sont comme ça, certes, c'est parce qu'ils ont une bonne discipline, mais c'est aussi parce qu'ils sont comme ça qu'ils arrivent à fabriquer des bonnes habitudes et de la discipline, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est. Il faut pas les gens qui ont une santé plutôt faiblarde et qui ont des habitudes de vie un peu voilà beaucoup de mauvaises habitudes. Il faut pas les regarder avec trop de mépris, quoi. C'est que quand on n'est pas bien, c'est pas facile de mettre en place des bonnes habitudes, quoi. Ah non, C'est beaucoup plus absolument. facile quand on va bien, quoi. Euh, Absolument. Ça me fait penser à quand je lisais il y a quelques recherches qui sont sorties sur le neuropeptide Y dans l'intestin, qui est une molécule qui est liée à la motivation, vraiment littéralement physiologique puis mentale. Puis il disait que chez les personnes obèses, c'était quelque chose dont la production était énormément diminuée. Ce qui fait que des fois, c'est pas parce que tu es inactif que tu deviens obèse, mais des fois, c'est parce que tu deviens obèse que tu deviens encore moins actif par la suite, puis que ça devient plus ouais. difficile de sortir de la boucle. Ça serait une des raisons hypothétisées pour ça. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, donc, non, c'est. il y a comme une espèce de jeu entre les deux côtés Ouais. aussi, où à un moment donné, ça s'inter-influence. Est-ce que c'est lequel qui est arrivé en premier, là? Non, tout à fait. C'est pour ça que enfin, ouais, enfin, c'est sûr, moi, je peux pas me permettre de donner des avis forts sur ces questions parce que j'ai pas d'expertise assez. Mais oui, tous ces problèmes métaboliques, problèmes de santé mentale ou quoi, c'est souvent des problèmes qui sont multiparamétriques. Mhm. Et c'est trop facile de les réduire à des solutions miracles simples. Enfin, donc, En un claquement de doigts. Ouais. ouais, voilà, ouais. Genre, ouais, bois cette potion et ça va aller, ou fais tel exercice et ça va aller, ou allez, c'est dans la tête, c'est que dans la tête, bouge-toi. Non, Mhm. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que souvent les solutions, elles vont venir d'un bon équilibre de plein de paramètres à mettre ensemble au bon moment. Donc Ouais. c'est compliqué. Oui, Euh, c'est beaucoup de variables à gérer. c'est pour ça que voilà, moi qui approche les choses avec la respiration et le froid, ben je peux pas me permettre, enfin avec vu ce que je viens de te dire là, je peux pas me permettre de dire aux gens, bah oui, fais ça et tu vas voir, ta vie va changer.
Mhm. Parce que non, s'il y a en plus enfin, oui, ça va peut-être aider à gérer le stress, qui va peut-être aider après mieux réguler la santé mentale et la volonté. Mais voilà, après, il faut voir sur l'alimentation, sur les relations sociales, comment ça se passe dans la famille et tout. C'est des trucs qui, moi, me dépassent totalement, j'ai aucune Mhm. compétence pour gérer tout ça, quoi. Et donc, Absolument. j'ai pas mon mot à dire là-dessus, quoi. Donc voilà, mais voilà, tout ça pour dire que les solutions qu'on propose, il faut les proposer avec humilité, quoi. Absolument. Ben, Ouais. pendant que tu parles de ça, de qu'est-ce que toi tu peux faire, je te demanderais, mettons, à ton avis, qu'est-ce que tu penses que les gens qui font du coaching comme toi dans ce rayon d'expertise, on va dire, as-tu l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait faire plus ou qui pourrait faire de plus, qui pourrait aider davantage les gens dans leur prise en charge de leurs habitudes de vie? C'est une bonne question. Comme ça, je vois pas trop. Euh, Parce que Tu sais, je veux j'avoue, dire, ouais. c'est sûr que ce que tu fais, tu sais, c'est pas nécessairement, ça s'inscrit pas exactement comme, mettons, des thérapeutes ou des gens qui sont dans le système de santé directement non Ouais. plus. Tu sais, fait que je me suis dit que je te la poserais quand même au cas où il te serait venu des idées où personnellement, dans votre, pas dans votre clique, là, tu sais, mais je veux dire, dans ce corps de spécialisation-là, s'il y a quelque chose de plus qui pourrait être fait. Ouais, enfin, c'est assez délicat à répondre, je t'avoue. Mhm. Moi, je peux te répondre par rapport à mon parcours personnel. Enfin, je vais essayer de répondre. Peut-être que je serai peut-être je serai hors sujet. Tu me diras si ça te convient pas. Mhm. Euh, mais je peux te répondre par rapport à mon parcours personnel, par exemple. Quand j'ai fait de l'errance médicale et quand j'ai fait de l'errance dite paramédicale, Oui. là, bon, si je caricature, en fait, voilà, j'ai vu à une époque plein de différentes spécialités de médecins et plein de différentes spécialités de choses dites alternatives, quoi. Oui. Et sachant que dans les choses alternatives, ça regroupe un éventail, mais très très large, qui sont des gens qui peuvent avoir quand même des approches plutôt comment dire, pas scientifiques, mais quand même plutôt terre à terre. On va essayer, genre, bon, bah, tiens, on va essayer d'utiliser tel type de supplémentation, tel type de, Une méthode un peu plus empirique, on va dire. voilà, des choses comme ça, jusqu'à des choses totalement ésotériques et totalement basées sur des croyances ou quoi, mais voilà, qui peuvent, bon, sait-on jamais, hein, si ça peut aider, ça peut aider. Euh, Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir que c'est quand même, mais bon, on va quand même schématiser, dire c'était deux mondes. Il m'a semblé que c'était deux mondes, en fait, qui se parlaient pas et qui refusaient de se parler, un peu. Un monde un peu, on va dire, de la médecine dite scientifique qui pense que l'autre monde, en fait, c'est juste un monde de charlatans. Et un monde, on va dire, et l'autre monde des thérapies alternatives où il y a des charlatans, hein. Je veux dire, Oui, absolument. clairement, il y en a, hein, je sais pas, mais on va rester très schématique et très caricatural, hein, quand même. Ce monde-là qui, en fait, joue toujours un peu la carte de la victimisation, de dire, ouais, bah, euh, on n'est pas pris au sérieux parce que en fait, les autres, ils sont corrompus par l'industrie pharma, par exemple, quoi. Mhm. Et nous, on est dans le juste. Mais toujours cette espèce d'argument de la victimisation, et voilà, et un peu. Enfin, et j'ai toujours trouvé que c'était dommage d'observer ce genre de caricature parce que je pense qu'il y a quand même ces deux mondes qui gagneraient probablement à apprendre l'un de l'autre. Et souvent, en fait, j'ai vu des exemples en fait, où ils apprennent l'un de l'autre, mais c'est souvent, c'est pas officiel, c'est des choses, ça dépend des personnes, quoi. Dans le sens où, alors, voilà, je vais préciser ma pensée. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre l'un de l'autre? C'est que j'ai l'impression que dans le monde, on va dire, de la médecine scientifique, les gens que j'ai pu voir, bon, bah, ils ont des protocoles voilà, très établis pour établir un diagnostic. Et donc, on va d'un point A à un point B.
on a un diagnostic, si on a tel diagnostic, on donne tel traitement. Si le traitement marche, ça va. S'il ne marche pas, bah, on recommence. Voilà. Et si ça ne marche toujours pas, on réfère à un confrère dans une autre spécialité, etc. etc. Et donc, c'est Mhm. très systématique, etc. etc. Euh, et c'est aussi un monde très prudent, parce qu'en fait, quand ils découvrent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, bon, bah, ils ont tendance à se dire, bon, bah, on ne sait pas, donc on va vous référer en général à un psychiatre. Ça se termine comme ça. La voie à la fin, c'est santé mentale. C'est donc et en gros, c'est là qu'on nous dit, bah non, en fait, vous n'êtes pas vraiment malade, c'est ici que ça ne va pas, quoi. Donc c'est un peu ce que j'ai vu dans on va dire dans le monde de la médecine scientifique. Dans l'autre côté, je vais retirer la partie charlatanisme. On va garder les autres. Là, on va dire, il y a beaucoup moins de prudence, et ça, c'est un problème, parce que, enfin, ça peut être un problème, parce que du coup, c'est-à-dire les gens, ils vont être peut-être un peu euh, diagnostiquer des choses sans trop savoir exactement ce qui se passe, etc. Mais par contre, il y a énormément d'enthousiasme dans leur façon de faire, enfin, souvent, hein, pas toujours, mais souvent. Et aussi, il y a un rapport à l'humain qui est beaucoup plus développé. Euh, enfin, alors ça, je l'ai surtout vécu aux États-Unis, là, tout ce que je raconte, hein. Donc, je ne peux pas trop parler pour ce qui se passe au Québec à ce niveau-là, hein, mais pour ce que j'ai vécu aux États-Unis, c'est que typiquement, quand j'allais voir dans la médecine dite scientifique, les gens dont j'ai parlé, qui ont des protocoles très robustes, etc., c'est des médecins qu'on voit 5 minutes, quoi, Hmm. qui n'ont même pas le temps de nous regarder dans les yeux parce qu'ils sont pressés, il faut qu'ils aillent voir un autre patient après, et ils font 40 patients par jour. Enfin, ils n'ont pas de temps, enfin voilà. Et on les voit à peine 5 minutes, ils nous posent quelques questions, clac, clac, clac. Donc, ok, donc prends tel médicament, au revoir, quoi. Alors que dans l'autre partie, où en fait, je trouve les protocoles, on va dire, de traitement sont quand même moins, on va dire, entre guillemets, moins sérieux. Peut-être, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je caricature, hein. Mais par contre, c'est des gens avec qui bah, ils vont passer une demi-heure avec vous, voire trois quarts d'heure, à savoir comment ça va et la vie et tout. Et ça, je pense que ça fait partie d'un aspect humain qui est important, en fait, Dans la pour relation les patients. thérapeutique. Exactement, dans la relation thérapie, que la médecine scientifique a perdu, hélas. Et c'est pour ça que je pense que c'est des gens qui ont des choses à s'apprendre et qui devraient moins s'ignorer que ce qui s'ignore. Voilà, c'est de retrouver, de gagner un peu tu sais, tu as mentionné plutôt l'importance de l'effet placebo. Oui. Il y a beaucoup de ces choses alternatives en fait qui tiennent en fait à enfin, ça c'est une opinion peut-être un peu personnelle, mais qui tiennent en fait à du placebo optimisé, quoi. Euh, la façon dont on reçoit le patient, comment on est habillé, la peinture qu'il y a dans le cabinet, la couleur des pilules de suppléments, etc. Tout ça, ça va faire que ça va apporter 20% d'amélioration, peut-être dans la 30%, 40% d'amélioration. Et ça, c'est des trucs, ouais, qui sont peut-être, enfin voilà, que les, on va dire dans les médecines alternatives, ils ont un peu optimisé ça sans trop y prêter attention peut-être. Et du coup, les gens, bah, ils retournent toujours parce qu'ils ont l'impression d'être traités comme des personnes en fait. On arrive, on a le temps de se dire bonjour, comment ça va et tout, et la famille, ça va, et les études, enfin voilà, on se sent bien traité. Euh, voilà, alors que voilà, si on va voir un médecin, puis que ça dure 5 minutes, on a l'impression qu'il a même pas eu le temps de nous regarder dans les yeux. Enfin, ça, tout de suite, on part avec un handicap, je pense, sur la Absolument. gueule. Ah oui, non, je pense qu'il pourrait se transfuser un peu de la rigueur d'un côté, tu sais, puis un peu de l'humain de l'autre côté, tu C'est sais, ça, ouais. puis s'ils se parlaient plus aussi, tu sais, Oui. que l'un accepte, tu sais, comme moi je suis chanceux parce que mon médecin, mon nouveau médecin de famille que j'ai depuis quelques années, il est quand même, ben, je sais pas si le fait que ce soit de nouvelles générations, une plus grande ouverture, mais tu sais, il est toujours très, tu sais, moi j'ai expérimenté beaucoup avec d'autres approches, d'autres médecines alternatives. Puis, tu sais,
ils aiment ça être au courant de ce que je fais, que je transmette les tests, les résultats, les choses qu'on fait pour pouvoir se faire une tête, puis je pense pouvoir s'éduquer un peu aussi là-dessus. Puis ça, je Ouais. trouve ça intéressant. Ce serait le fun si les deux mondes étaient plus comme ça. Mhm. Mais OK. j'ai eu l'occasion, hein, plusieurs fois d'avoir affaire à des médecins en fait qui étaient très ouverts en fait à- enfin, entre guillemets aux approches alternatives parce que finalement un médecin qu'est-ce qu'il veut? Enfin, Il, un il médecin veut plus te c'est pas un revoir, scientifique. idéalement. C'est ça. Un médecin, c'est pas un scientifique. C'est pas un scientifique qui va essayer de décrire vraiment la réalité, essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents derrière une condition biologique ou quoi, physiologique. Un médecin, à la rigueur, ce qu'il veut, c'est que le patient aille bien, quoi. Donc oui, il s'appuie sur une méthodologie scientifique mais si il peut utiliser des outils en fait, qui permettent à un patient qui aille mieux et que ces outils sont peut-être moins robustes que ce qu'il a appris à l'université. Je pense que la plupart sont preneurs, hein. Enfin, après, il y a des limites, hein. Faut pas non plus. C'est bon. OK, fait que maintenant, si on poursuit avec, je te dirais comme un peu le dernier point que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est comme l'aspect vraiment macro-global. Tu sais, je veux avoir ton pouls de réflexion vis-à-vis, c'est plus au niveau de la société ou des hautes instances. Tu sais, as-tu, mettons, des idées ou de mesures ou de programmes d'incitatifs qui pourraient être mis en place, tu sais, que ce soit par le gouvernement, les patrons, les employeurs, tu sais, des gros joueurs qui pourraient peut-être mettre en place des choses qui pourraient aider les gens à avoir un meilleur accès aux ressources ou justement être plus motivés. Tu sais, si je peux te donner quelques exemples, tu sais, dans les podcasts précédents, on a parlé de retour de crédit d'impôt pour les gens qui souscrivent à des activités, mettons, on va dire, des activités physiques, là, par exemple. On a parlé au niveau des compagnies d'assurance, ben, de reconnaître, de donner plus de place aux professionnels comme, mettons, les kinésiologues, par exemple, ou euh, aux diverses méthodes alternatives qui sont peut-être pas bien représentées dans ce qui pourrait être remboursé. Puis, ben, aussi le fait que, mettons, il y a certaines choses qui le sont avec les assurances privées, mais pas avec la RAMQ. Tu sais, des trucs comme ça. Là. As-tu des idées là-dessus, mettons, sur comment tu penses que ça pourrait être Oui. amélioré? Bah, c'est un peu, ouais, j'avoue, j'ai pas. C'est pas enfin, étant donné que moi, c'est comme je suis pas strictement parlé un professionnel enfin, c'est quand même quelque chose que je fais quand même surtout à côté de mon Mhm. boulot. C'est pas une question sur laquelle j'ai réfléchi énormément Ouais. euh, à- par rapport à voilà, quelqu'un dont c'est vraiment le métier à plein temps ou quoi. Euh, en Mais tu plus, sais, ça fait pas. Ouais. excuse-moi, j'allais dire, comme citoyen aussi, tu sais, je veux dire, comme Oui, personne, toi, tu sais, tout le monde, tu sais, comme moi, j'invite toujours les gens suite à l'écoute du podcast, à interagir avec nous autres, à nous donner leurs idées, qu'est-ce que ça fait naître dans leur désir. Dans leur désir. Puis, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement comme professionnel, mais tu sais, comme même ouais, moi, ouais. en dehors de ma profession de kinésiologue, tu sais, comme personne, ça m'arrive des fois d'être frustré puis de me dire comme Colin, j'aurais Mhm. besoin de tel service, mais tu sais, mettons, mon assurance me rembourse juste 20$ sur 200$, tu sais, au lieu tu sais, Mhm. comparé à d'autres types de professionnels où je pourrais avoir 90% de remboursement, tu sais. Fait que là, tu sais, des fois, je vis des frustrations à ce niveau-là, personnellement, parce que ça met un obstacle financier à mon Ouais. mieux-être, on va dire. Fait que là, je me dis, bon, s'il pouvait avoir plus euh, d'ouverture du côté des compagnies d'assurance, tu sais, ben, Mhm. ça nous aiderait à consommer davantage pour la prévention, mettons. Tu sais, fait qu'il y a-tu des situations peut-être comme ça ou des choses que tu vis dans ton quotidien, pas nécessairement comme coach, mais Ouais, ouais, ouais. comme personne, que tu penses qui pourraient être améliorées pour que ce soit toi là, tu sais, ou les gens autour de toi faciliter
Mmh. une attitude de responsabilisation, tu sais, puis de prise en charge, dans le fond, pour aider le système à passer à la prévention plutôt qu'à être juste un 100% curatif, là. Ouais. Bah, déjà, moi, j'ai l'impression que c'est que, donc sur cette approche préventive, hein, on va dire, Mhm, heu, on part pas de zéro non plus. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte parce que j'ai entendu effectivement des gens se plaindre, qu'il y avait pas assez de prévention et c'est vrai, hein, je suis d'accord. Mais des fois, j'ai entendu des gens s'en plaindre un peu comme si il y avait absolument rien de fait, quoi. mm, Et en fait, il y a des choses, j'ai remarqué, alors enfin justement, après justement, je vois parce que pendant la pandémie notamment, je voyais beaucoup de gens qui se plaignaient, mais très fortement, et je me disais: «Ouais, mais est-ce que c'est vrai ça?» Et finalement, je trouvais que parfois c'était un peu injuste parce que moi je vois par exemple, à l'université de Montréal, j'ai vu, dans les courriers internes ou quoi, des sessions de méditation payées par l'employeur, quoi. Heu, des cours de gym qui sont à disposition aussi des employés. Donc il y a des choses et l'UDM, c'est quand même un gros employeur, quoi. Hem, j'ai vu, une fois par exemple un autre je fais exprès de donner des petits exemples comme ça. Une fois je téléphonais à la CEPAC, et le message que j'avais, le message d'attente sur le répondeur, c'était pour dire: «Bah, voilà, il a été montré que les promenades en nature, aident à, être en meilleure santé, notamment santé mhm. mentale. Donc nous vous encourageons, à faire des promenades en nature». Donc il y a des messages comme ça. Donc là, la CEPAC, c'est le gouvernement, l'UDEM, c'est une grosse université. Enfin, après, bon, on peut, je sais, enfin, j'ai pas étudié trop la question non plus, mais c'est juste voilà pour dire qu'il se passe des choses. Aussi, j'ai vu, alors ça plus par exemple dans le milieu du coaching ou quoi, ou les relations que je peux avoir en écoutant des collègues. Je sais qu'il y a des entreprises qui embauchent des coachs, que ça soit en respiration, en méditation, en yoga, fitness ou quoi, pour les faire venir le midi ou pour faire des trucs en ligne, des trucs comme ça. Donc il y Mhm. a, alors ça, je pense que c'est ça a peut-être été encouragé, pendant la pandémie, où il y a des gros employeurs qui ont pris conscience que c'était important, quoi. Fait Donc que ça, c'est peut-être quelque chose ouais, qui se construit tranquillement. Fait que dans le fond, ouais, ça serait une bonne idée de mettre l'emphase là-dessus pour que ça ouais. continue Donc de voilà, croître puis de se répandre, là, finalement. ouais. Donc c'est ça. Donc en fait, je voulais juste donner ces quelques exemples, heu, juste pour, aborder l'angle sous un angle, aborder le problème, pardon, sous un angle plus, optimiste, on va dire. Oui, Pour dire, on part pas de zéro, quoi. absolument. Heu, Oui, c'est vrai, tantôt, j'ai dit 100% curatif, mais c'est vrai qu'il y a ouais. quand même, il reste qu'il y a de l'éducation, il y a du progrès. Je me rappelle pas si c'est pendant le podcast ou avant qu'on en a parlé, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même ici, dans certaines écoles, des programmes qui sont mis en place où est-ce qu'on utilise la présence attentive ou pleine Ah oui, conscience, tu sais, ouais. certaines activités tirées de ça pour aider les élèves à s'autoréguler puis à aussi revenir au calme, mettons, tu sais, Mmh mh. quand le contrôle se perd, on va dire. Fait que, tu sais, il y en a là, des choses qui sont qui se mettent en place tranquillement. Tu sais, ça c'est certain. Puis il y a des belles initiatives aussi, même au niveau, on va dire, plus global. Récemment, je partageais une vidéo Rio Tinto Alcan, tu sais, qui est quand même une grosse multinationale. Ici à Alma, il y a une nouvelle initiative. Ils ont développé un partenariat avec les Jardins Mystouk. Ça, c'est un jardin communautaire qui existe dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie, qui est comme juste un petit peu au nord d'Alma. C'est des Mmh. jardins bio, dans le fond, communautaires, où est-ce que normalement tu peux aller au marché chercher des légumes, des choses comme ça. Puis là, ils ont comme développé un genre de partenariat avec Rio Tinto où est-ce que euh, euh, l'employeur paye euh, pour les employés pour comme réduire le coût des fruits et légumes pour que les employés en consomment, puis que le jardin vienne faire un kiosque sur place pour pas que les Ah ouais, employés aient à se déplacer. Fait comme ça, ils peuvent acheter local, frais, bio.
Ouais. ce qui va avoir un impact sur leur santé. Puis on poussait ça une coche plus loin. Ils subventionnent une portion qui est euh, euh, à vocation sociale du jardin, où est-ce que le jardin cultive des fruits et des légumes, mais pour les gens qui sont moins nantis. Fait qu'ils peuvent avoir ça à prix réduit ou à prix réduit ou à pas de prix du tout. Là, je ne me rappelle pas, il faudrait vérifier l'information. Puis ben, les employés de l'usine sont interpellés pour aller de temps en temps avec leur famille faire du bénévolat au niveau du jardin aussi. Fait qu'il y a comme une espèce de relation qui est en train de se créer entre la grosse multinationale puis la petite instance locale qui essaie de faire une différence. Puis ça, c'est beau. Ça, moi, c'est quelque chose que Ah, j'aimerais voir plus dans, à tous les niveaux, là, dans le ouais, fond. ouais, Là, ouais. Non, 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 c'est bien, ouais. Enfin, c'est intéressant comme exemple parce que c'est vrai que, enfin, ouais, voilà, ce que là où je voulais en venir, en fait, c'est qu'en partant du principe que ouais, il y a déjà des choses qui se passent et donc il n'y a pas rien. Donc ça, c'est quand même positif. Ça veut dire que on peut s'appuyer sur des choses pour les développer, essayer de regarder qu'est-ce qui marche pas, etc. Et avec l'exemple que tu viens de me donner, ça me permet de rebondir sur un volet où en fait que je voulais préciser, c'est qu'en fait souvent ces affaires de prévention sur la santé, c'est quand même très très déterminé par la fracture sociale, quoi. Au sens où c'est enfin, les classes populaires vont s'en sortir moins bien que les classes aisées ou enfin, à la fois financièrement et intellectuellement, on va dire, les milieux intellectuellement favorisés, enfin, vont plus se poser les questions. Ah bah, je vais aller chercher mon panier bio local, enfin, du producteur du coin. Ce qui est pas évident, en fait, ce qui est moins évident en général chez les classes populaires, parce que souvent, elles ne sont pas amenées à se poser la question. Il n'y a pas forcément assez d'argent à la fin du mois. Euh, bon, elles n'ont pas appris en fait à se poser ce genre de questions parce qu'elles ont d'autres priorités. Mhm. Donc encourager ce genre de trucs, quoi, encourager ce genre d'initiative. Et puis j'imagine que ça passe par l'éducation, donc dans les écoles, donc ça serait plus une affaire du gouvernement, j'imagine, quoi. Mais ouais, enfin, s'intéresser à ces aspects-là, mais sous l'angle de la fracture sociale, quoi. Ouais, Ça ben c'est me ça. semble Ouais, vraiment important. donc de s'assurer que les classes qui ont moins accès à une éducation diversifiée ou à un choix large, étant donné la restriction monétaire, ben, qu'on puisse Mhm. peut-être leur offrir quand même via des programmes, des options comme ça, ou par le biais de partenariats, dans le fond, comme eux ils ont fait là. Tu sais. Ben, moi, je pense aussi ce qui m'est venu quand j'ai vu cette nouvelle-là. Euh, c'est une discussion que j'avais eue avec un des directeurs de ce jardin-là, justement, M. Gérald Tremblay, là, qui avait bien gros une vision comme ça, lui, où c'était centré sur l'entreprise, tu sais, où est-ce qu'il devrait y avoir plus d'infrastructures, mettons, c'est-à-dire quand tu as un employeur qui emploie beaucoup de gens, ben, tu sais, de réorganiser la vie urbaine autour de façon à ce que, tu sais, mettons, lui, il poussait ça à l'extrême, là, tu sais, est-ce qu'il y a que les gens résident tout près de leur lieu de travail pour avoir le moins de transport possible, qu'il y ait sur place des producteurs locaux attitrés. Où est-ce que, mettons, l'employeur a une entente avec le producteur qui va lui fournir ce qu'il faut pour ses employés, puis que tout le monde puisse avoir une alimentation locale qui a besoin d'avoir le moins de transport possible, le plus de fraîcheur, le plus de qualité, tu sais. Puis où est-ce qu'on responsabilise vraiment l'employeur aussi vis-à-vis de l'aspect social, puis comment je pourrais dire ça, de son rôle qu'il peut jouer dans la qualité de vie des employés, finalement. Là, tu sais. Ouais. Puis ça crée un sentiment d'appartenance plus grand vis-à-vis tu sais, de l'entreprise aussi, puis tout ça. Là, tu sais, comme dans. Mhm. Tu sais, là, on s'en va dans un scénario extrême, mais tu sais, je pense quand même qu'on peut s'inspirer de ce genre d'initiative-là, puis des programmes comme dont tu parles qui sont déjà présents dans quand même plusieurs types d'emplois, là, c'est-à-dire où est-ce qu'on a certains accès privilégiés pour
des cours, des choses comme ça. Mais il y a quand même encore du travail à faire. Là. Dans la discussion que j'ai eue avec Amy Lachance, physiothérapeute, elle travaille pour le CIUS de la région. Puis elle dit oui, on a des accès pour un gym, mais ça fonctionne sur une base de licence, puis il y a quelques licences qui peuvent être utilisées en même temps pour les employés du CIUS. Puis la proportion versus le nombre d'employés, là, ça fait que finalement, les gens se découragent de les utiliser parce qu'ils arrivent pour y aller, puis il y a toujours déjà quelqu'un. Fait Ah que ouais, ouais. ça concorde pas. Là. Ouais, Fait petit en tout cas, problème. il y a des. Enfin, de logistique, enfin, ouais. Il n'y a pas les infrastructures. Ouais. Ouais, pour supporter ça adéquatement. Mais moi, je suis un peu comme toi. Je suis un peu intense des fois, mais tu sais, j'ai un bon espoir que on est sur la bonne voie puis que on peut s'appuyer sur les choses qui sont déjà mises en route pour se propulser encore plus loin. Ouais, 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 c'est ce que je me dis, ouais. Fait que je sais pas si tu as des questions, des commentaires sur l'entretien qu'on a aujourd'hui, des choses que tu aimerais ajouter. Non, enfin, pas de, non, rien de spécial qui me vienne à l'esprit. En fait, je pense on a couvert quand même pas mal de choses. Oui, absolument. Je regarde le temps, puis là, je fais comme oh, une chance que tu n'avais pas de rendez-vous après parce que Euh, on s'est laissé aller. Mais c'est ça qui est le fun. J'aime ça que ce soit organique comme ça. Les discussions pour le podcast, ça rend ça plus vrai. Euh, fait que, ben, merci Sébastien de ton temps énormément, puis je t'en prie, ça me fait plaisir. de ton partage. Puis, ben, tout le monde, encore une fois, je vous invite à ne pas hésiter à nous envoyer des questions, des commentaires, à nous écrire en privé dans la description du vidéo, puis sur les publications de partage de l'épisode. Je vais vous mettre les liens dont on a discuté, mais aussi tous les liens pour avoir accès à la chaîne YouTube, blog, site web, tout ce qui a trait avec ce que Sébastien fait euh, autour de ses ateliers et tout ça. Donc, là-dessus, ben, merci encore, Sébastien, d'être joint à moi aujourd'hui. Et Ça me c'est fait plaisir. ce qui conclut ce quatrième épisode de Comment ça pourrait être mieux. On se voit la semaine prochaine.